Dos Santos et Philippe Claude. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne l'audition de Patrick Devedjian par la Commission des finances du Sénat. Le ministre en charge de la relance a été entendu hier par les sénateurs. Il a rappelé que 13 milliards d'euros ont déjà été injectés dans l'économie française sur les 26 milliards prévus par le plan de relance, ce qui a permis selon lui de créer et de préserver près de 250 000 emplois. Une réactualisation du plan de relance n'est donc pas à l'ordre du jour selon lui. Je vous propose d'écouter l'intégralité de son audition. Bonne matinée à tous sur Public Sénat. Monsieur le ministre, la Commission des finances du Sénat est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette audition qui a lieu salle Clemenceau. Elle a lieu salle Clemenceau puisque nous avons souhaité y associer nos collègues des commissions des affaires sociales, de la culture et de l'économie, dont je salue la présence à nos côtés, et spécialement le président Émorine. Au nom de l'ensemble des sénateurs présents, je vous confirme que nous sommes sensibles au fait que vous teniez votre engagement d'un, puis-je dire, reporting trimestriel devant le Parlement. Notre rendez-vous précède en outre de quelques jours la tenue au Sénat du débat d'orientation sur les finances publiques pour 2010. C'est donc à ces deux titres que nous vous entendons et que nous allons vous interroger. Nous sommes ici pour évoquer le plan annoncé le 4 décembre 2008 par le président de la République et élaboré par étapes successives mais rapprochées dans les semaines qui ont suivi, en particulier les 3 lois de finances rectificatives adoptées en décembre 2008 et avril 2009, et la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Sa mise en œuvre incombe à une pluralité d'acteurs, le gouvernement bien sûr, que l'on imagine totalement mobilisé et qui a tenu au mois de février un comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires au cours duquel des projets ont été sélectionnés. Et parmi ces acteurs, il y a les opérateurs de l'État, mais aussi les collectivités territoriales sur lesquelles reposent les 3/4 de l'investissement public et quelques entreprises publiques qui ont accepté d'accélérer la réalisation de certains de leurs investissements. Vous êtes présents sur le terrain puisque, depuis la mi-avril, votre agenda mentionne en moyenne un déplacement par semaine, et peut-être même plus, ça c'est les semaines relativement stables. Mais pour veiller à l'adéquation entre les moyens mis en œuvre et les besoins des territoires, vous vous êtes entouré de 7 parlementaires, dont 2 sénateurs, François-Noël Buffet et François Zocchetto, qui sont ici cet après-midi, qui, chacun dans sa région, sont les ambassadeurs de la relance. J'imagine que la mise en œuvre de votre feuille de route vous occupe déjà largement. Toutefois, il ne vous aura pas échappé que l'éventualité d'un second plan de relance, financé par le grand emprunt, fait l'objet de commentaires quotidiens dont vous nous direz peut-être un mot. Pour ma part, j'aimerais vous entendre sur 3 sujets. Lorsque vous étiez venu devant nous le 6 janvier, vous aviez fait part de votre détermination à aplanir les obstacles issus parfois des règles héritées de la culture administrative française. Sur ce point, avez-vous avancé? Deuxième sujet que je voudrais évoquer, sur lequel je souhaiterais vous entendre. D'une manière générale, 7 mois après la création de votre ministère et compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique mondiale, considérez-vous que ce plan contribue déjà à soutenir l'activité et qu'il est de nature, pour reprendre la définition que le dictionnaire donne de la relance,
à donner une nouvelle impulsion à l'économie française. Et puis enfin, troisième sujet, nous reconnaissons tous le rôle que prennent les collectivités territoriales dans l'investissement public. Il n'est pas douteux qu'elles ont été totalement mobilisées en 2009 et que la mesure assez exceptionnelle qui a consisté à mettre à la disposition des budgets locaux le fonds de compensation TVA 2007 et celui de 2008, il n'est pas douteux que vous avez trouvé là un accélérateur d'investissement public. Je doute que 2009 suffise pour conforter la relance. Et donc, en 2010, ne faudra-t-il pas reprendre cet excellent dispositif et mettre à la disposition des collectivités territoriales qui s'engageraient dans des niveaux d'investissement participant à la relance, consolidant la relance, les fonds de compensation de TVA correspondant aux investissements 2009 et 2010. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous reconnais le mérite de la persévérance en tout état de cause. Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le Président de la Commission de l'économie, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, alors vous l'avez dit, le plan de relance initié par le Président de la République le 4 décembre constitue évidemment un effort massif. Il prolonge une série de dispositions qui contribuent également à surmonter la crise. Fondé sur l'investissement, il a été enrichi de mesures de solidarité en direction des ménages et des salariés qui étaient touchés dans leur emploi. Il est temporaire et ciblé, et sa réussite est largement subordonnée à notre capacité collective à le conduire rapidement. Alors c'est un effort massif. Le plan de relance porte sur un effort nouveau de l'ordre de 30 milliards d'euros. Il s'inscrit en effet dans le prolongement des mesures prises dès le mois d'octobre en réponse à la crise financière internationale, dont la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis a été l'un des révélateurs les plus spectaculaires pour l'opinion publique et pour les marchés. Cette crise a conduit à prendre des mesures de soutien au système financier pour conforter notamment le financement de l'économie. Ces mesures, je le rappelle, se sont traduites en particulier par la mobilisation de 320 milliards d'euros pour renforcer et garantir les banques, c'est une garantie, et la mise en place de 22 milliards d'euros pour faciliter le financement des PME. Des prestations sociales. C'est donc un effort en lui-même massif qui s'inscrit dans un contexte et un mouvement qui mettent en jeu des grandeurs considérables. Cette dimension ne doit pas être absente de notre raisonnement et de notre analyse lorsqu'on se livre notamment à des comparaisons internationales. Le plan de relance que nous développons en France depuis quelques mois maintenant s'appuie sur un volet important en faveur de l'investissement. En effet, l'effort d'investissement public est supérieur à 10 par les entreprises publiques, 2,5 milliards et en réalité 3,5 probablement au titre du remboursement du FCTVA aux collectivités locales qui s'engagent à investir. L'effort direct exceptionnel d'investissement de l'État porte sur les infrastructures, plus d'1 milliard d'euros, l'enseignement supérieur, 730 millions d'euros, le patrimoine de l'État, 620 millions d'euros, la culture, la justice, la défense, le patrimoine des administrations, tout ceci avec une forte orientation
au profit de l'amélioration de la performance énergétique. L'équipement de la défense occupe aussi une place importante, 1,5 milliard. Il s'agit d'améliorer la compétitivité de nos territoires et des acteurs économiques qui y travaillent. L'euro public investi engendrera donc un retour sur investissement. Et c'est ce que nous recherchons. Les entreprises publiques se sont associées à cet effort, EDF avec 2,5 milliards, la RATP avec 450 millions, la Poste 600 millions, la SNCF 384, GDF Suez, qui n'est pas à proprement parler une entreprise publique, mais dans laquelle il y a une présence publique, 200 millions d'euros. Les collectivités ont également été incitées à investir. Comment n'en serait-il pas ainsi lorsqu'on sait qu'elles réalisent, vous l'avez rappelé, près des 3/4 des investissements civils publics? Cette mesure est un succès et j'y reviendrai. On attend évidemment de l'investissement un effet multiplicateur. L'intervention de l'État ne donne à cet égard pas l'exacte mesure des volumes en réalité. Par exemple, les procédures contractuelles supposent des cofinancements, tout comme la construction de logements ou d'importants programmes de réhabilitation des quartiers retenus dans le cadre de la rénovation urbaine. Cet effet multiplicateur se traduit bien sûr par des commandes, donc par des salaires, et ce cycle économique vertueux soutient la consommation qui se tient d'ailleurs beaucoup mieux dans notre pays qu'ailleurs. Ce programme d'investissement a été complété par un volet de soutien à l'activité économique et à l'emploi. Il comporte d'abord un ensemble de mesures fiscales destinées à améliorer la trésorerie des entreprises, et là encore l'effort est massif. Il se traduira par une moindre recette pour le budget de l'État. Cela est évalué à 9,9 milliards d'euros, presque 10, au travers notamment de mesures comme le remboursement du crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche 3,8 milliards d'euros et donc le Caribac 1,8 milliard d'euros ou l'accélération du remboursement de la TVA estimé à 3,6 milliards. C'est un soutien direct à la trésorerie des entreprises, un soutien très concret et qui a parfois permis aux entreprises, je l'ai vu avec de multiples exemples concrets, qui leur a permis de surmonter des moments difficiles et certaines ont dû survivre à cela. D'autres mesures participent à ce soutien à l'économie en même temps qu'elles contribuent à une démarche de justice sociale en direction des salariés frappés dans leur emploi. Ces mesures représentent 6,55 milliards d'euros. Elles sont nombreuses et je ne les évoquerai donc que succinctement en les regroupant. Un premier groupe auquel 2 milliards d'euros sont consacrés s'attache à soutenir très directement les entreprises. C'est le cas de l'aide à l'embauche dans les TPE, c'est le cas des dispositifs de garantie d'OSEO. C'est également le cas du fonds de sécurisation du crédit interentreprise, l'assurance crédit, c'est-à-dire CAP+. C'est le cas d'autres mesures qui sont sectorielles, comme la prime à la casse. C'est aussi le plan de soutien à l'automobile, 2 milliards d'euros plus 6,5 milliards d'euros hors plan de relance, mais en plus au sens strict, car il s'agit de prêts. Enfin, d'autres sont plus stratégiques au travers du FSI, par exemple, doté par l'État de 3 milliards d'euros et auquel 490 millions d'euros ont déjà été versés à ce jour. Enfin, deux mesures pour 1,5 milliard d'euros amélioreront et améliorent déjà la trésorerie des entreprises, 500 millions d'euros pour régler les dettes de la défense, 1 milliard d'euros pour les avances sur marché public, dont 450 millions d'euros ont déjà été mobilisés. Le second groupe de mesures est directement orienté vers les salariés touchés dans leur emploi et les jeunes. Il correspond à l'ensemble des mesures issues du sommet social du 18 février dernier et du plan en faveur de l'emploi des jeunes annoncé le 24 avril par le président de la République, et c'est l'objet du fonds d'investissement social, FISO, doté cette année d'1,3 milliard par l'État et également abondé par les partenaires sociaux.
Ce programme ne comporte pas moins de 20 mesures que je ne vais pas non plus énumérer, mais qui, pour l'essentiel, s'attachent à revaloriser le chômage partiel comme moyen d'échapper à la rupture du contrat de travail, à renforcer les dispositifs du type CRP et CTP en faveur des licenciés économiques, à faciliter l'insertion des jeunes, notamment par le développement de la formation en alternance, à faciliter l'embauche en CDI. Ces politiques actives de l'emploi et de formation devraient connaître un large développement à la rentrée, notamment comme l'a indiqué le président de la République. Ces mesures s'étalent sur 2009 et 2010. Le dernier axe du plan de relance répond à un objectif de solidarité. Il est doté de 2,6 milliards et comporte un ensemble d'actions destinées à promouvoir la construction, à accroître l'offre de logement social, puisque c'est plus de 100 000 logements, à soutenir la rénovation urbaine et le traitement de l'habitat indigne, à développer les structures d'accueil pour les plus défavorisés, à aider les plus pauvres et à soutenir les ménages à revenus modestes au travers de prestations exceptionnelles. 1,6 milliard d'euros environ y sont consacrés, 230 millions d'euros de RSTA pour l'outre-mer, 450 millions d'euros de primes et prime qui est à 150 euros pour les familles modestes et 300 millions d'euros de chèque emploi service CESU pour 700 millions d'euros de primes de solidarité active. À cet exemple s'ajoute 1,1 milliard d'euros de réduction fiscale pour 6 millions de ménages environ. Ceci représente donc une somme importante. On le voit, le plan est fondé sur l'investissement pour préparer l'avenir, mais il ne néglige en rien la consommation par un soutien très appuyé aux plus défavorisés. L'emprunt national, décidé par le président de la République et annoncé lors du congrès de Versailles auquel vous avez fait allusion, prolongera cet effort au profit de priorités ciblées qui préparent l'avenir. Il sera assorti de mesures propres à réduire les dépenses de fonctionnement et à contenir la dépense publique en l'orientant vers la préparation de l'avenir. Il sera préparé au travers d'une large concertation pour en définir les priorités. C'est donc un ensemble assez complet qui a été défini pour provoquer un stimulus rapide. Et on peut dire que la rapidité de mise en œuvre est en effet un élément déterminant de l'efficacité du plan de relance. Chacun comprendra pourquoi la capacité dépend de la rapidité d'exécution. Un seul chiffre illustre cette volonté. Toutes les autorisations d'engagement doivent être engagées cette année et les 3/4 des paiements doivent intervenir durant cette année 2009. Cette exigence, qui est assez caractéristique du plan français par rapport au plan étranger, en fait souvent la différence. C'est le sens de la mission qui m'a été confiée, mission limitée dans le temps, que je conduis avec une équipe compacte, sans service administratif, ni avec autorité sur une quinzaine de grandes directions d'administration centrale. La gestion des moyens consacrés au plan de relance emprunte deux voies, deux techniques. Le transfert de crédits au profit des ministères qui ont la responsabilité de la conduite de programme et la gestion directe, c'est-à-dire le versement de moyens directement à des agences ou organismes qui ont la compétence dévolue par la loi, l'ANRU, l'ANA, l'AFIF, RFF, VNF, ou qui ont été désignés comme tels. L'ANSP pour la prime à la casse, la CNAF pour la PSA, la CNAV pour le RSTA, etc. Un tiers des crédits budgétaires environ est géré par transfert et 2 tiers par voie directe. J'ai passé des conventions, environ 45, avec chaque gestionnaire sur l'utilisation, les échéanciers, le reporting, le pilotage de ces crédits, par ailleurs fléchés dans les systèmes comptables, toujours dans le double souci faire plus et faire vite. Faire vite, c'était d'abord choisir des opérations, notamment d'investissement, prêtes
à démarrer pour que le plan ait un impact dès maintenant. Il n'était pas envisageable d'attendre la fin de procédure pour retenir tel ou tel projet. Et à cet égard, ceux qui ont observé qu'il n'y avait pas de projet nouveau, je leur réponds que c'était un choix délibéré pour pouvoir agir vite, mais que ces projets n'étaient pas financés, que par conséquent, sur le plan de relance, ce sera resté des projets dans les tiroirs. Cet exercice a été fait concomitamment au vote de la loi de finances rectificative qui a mis en place le plan le 4 février et avec un SIAC que vous avez retenu, qui s'est tenu à Lyon le 2 février et qui a sélectionné un peu plus de 1000 opérations, chiffre symbolique, 1000, qui sera en réalité dépassé autour de 1200. C'est sur cette base que nous avons mis les crédits à disposition des ministères ou aux opérateurs chargés de conduire ces mesures, en précisant que nous pourrions procéder à des retraits, des dégagements d'office en cas de non-respect des échéanciers. Encore fallait-il, pour être efficient, se donner les moyens de suivre et de piloter. Nous avons fait le choix de nous appuyer sur les préfets de région, et pour de multiples raisons. Par exemple, l'existence d'écarts, le suivi des politiques contractuelles, la proximité des responsables de BOP, les capacités d'arbitrage de la RGPP, et nous avons mis au point un dispositif qui nous permet de suivre programme par programme, action par action et projet par projet, France entière et région par région, et même parfois département par département, l'état d'exécution du plan avec un reporting automatisé hebdomadaire. Ceci n'a pu être fait que par adaptation de combinaisons et croisements de systèmes d'information. Nous avons enfin créé un site internet pour permettre l'accès de chacun à l'information et le suivi de chaque chantier, et ce site a un très grand succès populaire. Voilà pour le contenu, la signification et la mise en place du plan. Maintenant, où en sommes-nous aujourd'hui effectivement? Aujourd'hui, nous sommes 6 mois après l'annonce et plus de 5 mois après la mise en œuvre du plan de relance. D'abord, les textes de simplification qui ont été pris sont presque tous rendus applicables. Décret-loi de simplification, ordonnance sur les installations classées. Par ailleurs, 8,5 milliards d'euros d'autorisation d'engagement ont été mis à disposition des opérateurs et des ministères, ainsi qu'un peu plus de 6 milliards d'euros de crédits de paiement, 5,7 milliards d'euros de crédits budgétaires et 500 millions d'euros de crédits de paiement reportés. Sur cette somme, 3,8 milliards d'euros ont été payés. À cela s'ajoute 1 milliard d'euros de commandes des entreprises publiques qui ont elles-mêmes payé 590 millions d'euros à leurs fournisseurs à ce titre. Les mesures fiscales ont conduit à rembourser 6,8 milliards d'euros à titre définitif aux entreprises. Au total, ce sont 11,2 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie depuis le début de mise en œuvre du plan de relance, auquel il convient d'ajouter les premiers versements du FCTVA qui s'élèvent déjà à 1,8 milliard. À ce jour, ce sont donc 13 milliards d'euros qui ont bien été payés, toutes actions confondues naturellement. 500 chantiers ont démarré, ce sont des opérations nouvelles ou des opérations d'anticipation ou d'accélération, accélération pour les CPER, anticipation pour les opérations de PDMI, anticipation par exemple sur le BPC, le bateau de projection et de commandement de la Marine nationale. Il peut s'agir de très grosses opérations, c'est le cas du BPC, comme de chantiers plus modestes sur le patrimoine par exemple. Il reste que ces deux catégories de chantiers participent au même objectif, accroître l'activité partout, sur tout le territoire et pour toutes les catégories d'entreprises. C'est le sens même de la mesure du FCTVA dont je vous disais tout à l'heure qu'elle a été un grand et réel succès. En effet, 19 540 collectivités y ont adhéré en prévoyant des investissements supérieurs à 54 milliards d'euros.
S'agissant des autres programmes, 350 000 embauches dans les TPE ont fait l'objet d'une demande d'aide zéro charge TPE, avec sans doute un effet d'aubaine, mais aussi des embauches qui ne se seraient pas faites. 230 000 véhicules ont bénéficié de la prime à la casse, ce n'est évidemment pas sans lien avec la bonne tenue relative du marché automobile en France. 70 000 logements sociaux ou en accession sociale ont été financés depuis le début, en comptant le programme VEFA, l'ANRU et le PTZ. Des aides pour la rénovation de 17 000 logements de ménages modestes ont été attribués par l'ANA. La prime de solidarité active a été versée à 4,3 millions de ménages, représente 860 millions d'euros, afin d'anticiper l'entrée en vigueur du RSA. La prime pour les familles modestes de 150 € vient de l'être. 450 millions d'euros à 3 millions de ménages ont été versés. Les chèques emploi-service de 200 € ont été distribués tout au long du mois de juin à 1 500 000 foyers. Le RSTA d'un montant de 100 € par mois le sera à partir de juillet en Outre-mer et cela représente 233 millions d'euros jusqu'à fin 2009. Oseo est intervenu au profit de plus de 8 500 entreprises pour garantir plus de 1,46 milliard d'euros de prêts. Le médiateur du crédit a reçu plus de 10 000 dossiers et traité plus de 6 800 avec un taux de succès de 65%. Le FSI et le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles sont intervenus à 9 reprises à hauteur de 535 millions d'euros. Les choses ont démarré. À ce jour, au vu des prévisions à 3 mois, nous n'avons pas à faire un vaste exercice de redéploiement de crédit, même si des substitutions d'opérations sont nécessaires et se pratiquent déjà au fil de la gestion. Il y a eu une grande mobilisation des acteurs, et en particulier de l'administration française, qui fait écho à la mobilisation internationale, et sur ce point, le plan français dans le contexte international que je voudrais conclure. La mobilisation internationale a été à la hauteur de la brutalité du choc. La Commission évalue à 400 milliards d'euros les mesures prises à l'échelle européenne et on sait que le plan américain s'élève à 787 milliards de dollars, celui du Japon à 210. Dans la plupart des pays, l'effort repose sur l'investissement, sauf en Grande-Bretagne, qui a privilégié la consommation. Les États-Unis ont également un volet fiscal et social très important, qui peut se comprendre si l'on comparait, par exemple, nos systèmes sociaux, le taux d'endettement des ménages et l'impact de la crise immobilière. On peut chiffrer l'impact théorique des plans étrangers sur l'économie française à plus 0,7% en 2009 sur l'économie française. De ce point de vue, les calendriers diffèrent un peu, même si le sentiment d'urgence est partagé unanimement. Les stimuli 2009-2010 sont plus concentrés en 2009 en France, au Royaume-Uni, au Japon et en Espagne qu'ils ne le sont en Allemagne, où la concentration semble plus forte en 2010. Reste que la mobilisation a été forte et a fait émerger ou a renforcé la prise en compte des préoccupations comme la situation des pays émergents ou la nécessaire régulation. Le triplement des ressources du FMI, qui passe de 250 à 750 milliards d'euros, en est une illustration. La montée en puissance de pays comme le Brésil ou la Chine dans le G20 en est une autre dans un autre registre. En parallèle, la zone euro a démontré sa capacité de réaction. Dans notre pays, le plan de relance aura aussi été un élément fédérateur des volontés. Chacun perçoit bien la difficulté de la situation et la nécessité d'un effort collectif et de solidarité pour surmonter cette crise. C'est en particulier le sens des mesures du Fonds d'investissement social, le FISO, c'est aussi d'une certaine manière le sens de l'emprunt national qui en même temps permettra de soumettre l'investissement de l'euro public à des critères de rentabilité, d'utilité, d'efficacité qui contribuera à contenir les dépenses courantes.
c'est aussi, me semble-t-il, la signification de l'engagement des collectivités locales. À l'évidence, nous devons poursuivre cet effort de manière concertée pour être le plus efficace possible. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire avant de répondre plus en détail, peut-être, aux questions que vous me poserez et qui, liminairement, portaient sur 3 questions. Est-ce que nous avons aplani les obstacles hérités de la culture administrative? Je crois que nous avons fait beaucoup de choses dans ce domaine. Le plan d'accélération que le Sénat a connu et voté, naturellement, y a contribué. Des mesures réglementaires également. Le dernier concernait la mise à niveau du seuil du dispositif Bouchardot sur les enquêtes d'utilité publique, mais beaucoup de mesures de simplification, celles qui ont été par exemple autour de l'INRAP. Enfin, la liste peut être faite naturellement sans être exhaustive, mais je crois que nous avons amélioré les choses sans bien sûr avoir la prétention d'avoir transformé la France. Vous me demandiez dans quelle mesure le plan a contribué à soutenir l'activité. Je voulais vous dire que la consommation, la prime à la casse automobile, j'espère avoir répondu. Quant aux collectivités locales, franchement, il faut saluer l'effort qu'elles ont fait. Le taux de 54 milliards d'investissements programmés par elles représente 54% de plus que la moyenne de référence. Il suffisait d'1 euro de plus pour avoir le droit au dispositif. Il y a eu 54% d'augmentation en plus. Et je dois dire que l'ensemble des collectivités locales ont toutes joué le jeu. Les quelques collectivités locales qui n'y ont pas participé ne l'ont pas fait pour des raisons techniques, souvent la hauteur des investissements, et je dois rendre cet hommage à l'opposition qu'en aucun cas dans cette affaire elle n'a adopté à un quelconque moment une attitude politicienne. Elle s'est engagée très largement, très fortement chaque fois qu'elle l'a pu, et à mon avis, dans les communes qui n'ont pas conventionné au titre du remboursement, enfin les collectivités qui n'ont pas conventionné au titre du remboursement du FCTVA, il y en a autant dans la majorité que de l'opposition, parce que c'est pour des raisons techniques et rien d'autre. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce premier compte-rendu de mission. J'aurais une toute petite question à vous poser. Vous avez évoqué le FSI. Le médiateur du crédit, ayant examiné les 10 000 dossiers, a fait le constat que pour certaines PME, il faudra procéder à une recapitalisation. Il est clair que les mois qui viennent vont être des mois difficiles pour nombre de PME, et il peut se faire que certaines parmi elles aient du mal à survivre, et si les fonds propres ne sont pas confortés. Et il avait été prévu que le FSI participe à la constitution d'un fonds dédié de 200 à 300 millions, précisément pour répondre à cette nécessité. L'échéance avait été fixée initialement au début du mois de juillet. Il semble que les opérations aient du mal à aboutir et qu'il faudra attendre sans doute le mois de septembre. Avez-vous des précisions à ce sujet? Alors, d'abord, s'agissant du médiateur du crédit, je rappelle que les 2 tiers de ces interventions ont été salutaires. Il y a eu 10 000 entreprises qui sont arrivées chez le médiateur, et les 2 tiers ont trouvé une solution grâce, en grande partie, enfin grâce à deux choses. En réalité, le comité financier autour du préfet, qui souvent a pu prendre des mesures de trésorerie quand c'était suffisant, avec le trésorier payeur général, le directeur départemental de la Banque de France, et puis Oseo que le plan de relance a en permanence soutenu et abondé, et qui a pu prendre jusqu'à 90% de garantie sur des prêts, et donc qui a très très largement conforté. Le FSI, sa vocation,
c'est le fonds stratégique d'investissement. Donc sa vocation n'est pas de voler au secours de toutes les entreprises en difficulté, naturellement, et ces capitaux n'y seraient pas suffisants, n'y suffiraient pas, mais de choisir, malgré tout, quand il y a une entreprise en difficulté, s'il y a aussi une volonté stratégique. Et je crois, par exemple, qu'il y a un exemple, il est intervenu à 9 reprises, je disais tout à l'heure, il y a un exemple, c'est Eliez, par exemple. Le FSI doit investir, prévu d'investir 10 millions d'euros avec un tour de table plus large, donc avec la recherche d'un effet multiplicateur, mais en même temps, ceci doit être assorti d'une volonté innovante sur le concept d'une voiture automobile qui ne soit pas traditionnelle où le véhicule non carboné, un véhicule électrique, aurait évidemment de l'avenir. Donc, est-ce qu'il faudra plus largement intervenir ultérieurement? Jusqu'à ce jour, en tous les cas, le dispositif a fonctionné normalement. Oui, mais ce fonds dédié, sa vraisemblable création a été confirmée il y a 2 semaines lors de l'audition de Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Et la Caisse va y mettre alors, oui, mais comme elle est partie prenante dans la FSI. Bien sûr, elle a 51. Comment? La Caisse, elle n'est pas décisionnaire dans le FSI. Non. Non, non. Elle est présidente. Non, mais il semblait que... Il y a un conseil d'administration. Il semblait que, dans ces bonnes relations entre la Caisse et le FSI, il était prévu que ce fonds soit constitué. Je me permets de vous y rendre attentif parce que je crois pouvoir dire que le sort d'un certain nombre de PME que le médiateur du crédit a considéré comme viable, à condition de leur apporter ce soutien que, semble-t-il, certaines banques résistent à leur consentir. Oui. Mais c'est pas encore calé, à mon avis. C'est une. Non, mais il serait bien que ça le soit. Que ça le soit. En tous les cas, pour le moment, le dispositif a pleinement joué son rôle. Monsieur le rapporteur général. J'avais quelques questions, Monsieur le Président. L'archéologie préventive, nous nous étions efforcés dans le projet de loi d'accompagnement du plan de relance de trouver un dispositif, ce qui n'avait pas été si simple d'ailleurs, pour tâcher d'assouplir un peu les choses, de permettre l'accélération du chantier. Est-ce que le ministre a des remontées sur la mise en œuvre de ce que nous avons voté? Deuxième aspect, j'ai bien constaté le grand succès des mesures relatives à l'anticipation du versement du FCTVA. Et on pouvait s'y attendre, mais on en a maintenant confirmation, mesures simples, approche contractuelle claire, et le dispositif s'est donc très largement diffusé. Son coût budgétaire, mais je dirais que pour une fois c'est une bonne chose, est sensiblement plus élevé que les 2,6 milliards qui étaient envisagés. Toutefois, il y a, je me permets de le répéter, une catégorie de collectivités dont les investissements n'ont pas pu être accélérés par le plan de relance, ce sont les intercommunalités. Non mais dans le souci de l'efficacité... Le Sénat n'abandonne jamais. Mais Monsieur le Ministre, bien entendu, nous n'avons que ça à faire. Nous n'avons que ça à faire. Répéter pour tâcher de convaincre et parfois il nous arrive d'y parvenir. Vous savez ce que disait Léon Blum, Monsieur le rapporteur général, oui. Les hommes politiques sont condamnés à se répéter ou à se contredire. Voilà. Alors, effectivement, ceux qui sont imaginatifs se contredisent et les autres se répètent. Bon. Mais donc, les intercommunalités, d'autant que, si je ne m'abuse, le projet de texte sur l'organisation territoriale pourrait mettre l'accent sur les responsabilités et les compétences des intercommunalités. Donc, Monsieur le Ministre, je voulais vous questionner un peu sur l'avenir et sur ce qu'il conviendrait de faire pour soutenir l'effort. Et j'en viens à un point qui est peut-être plus important. Il convient de raisonner en se référant à un effet d'impulsion budgétaire.
en 2009, cette impulsion se met en œuvre, notamment grâce au plan de relance, mais tout dépendra ensuite du point de savoir quand la reprise pourra intervenir. Si elle tarde un peu, la fin de l'exécution du plan de relance pourrait être à l'origine non pas d'une impulsion, mais au contraire d'un effet dépressif dans la seule mesure où il ne serait pas renouvelé. Alors, faut-il croire que la recherche de dépenses d'avenir, parmi lesquelles sans doute figurent des investissements physiques ainsi qu'un certain nombre de choses qui pour moi demeurent un peu floues au jour d'aujourd'hui, faut-il croire que ceci soit l'anticipation d'une deuxième phase du plan de relance? C'est la question d'ordre un peu plus général que je voulais poser. Et enfin, pour revenir aux chiffres, une toute dernière chose. En autorisation d'engagement, la dépense budgétaire prévue au titre du plan de relance s'établissait à 13,3 milliards d'euros, vous l'avez rappelé, et en crédit de paiement 12,6 milliards d'euros. Je parle de la dépense budgétaire stricto sensu. En lisant le rapport que notre excellent gouvernement vient de remettre pour le débat d'orientation budgétaire qui se tient la semaine prochaine et que nous abordons demain en commission des finances, en lisant ce rapport, je lis que 2,6 milliards d'euros de crédits budgétaires ont été payés par l'État, donc 20% du montant total des crédits de paiement. Et alors, quelle est la prévision pour la fin de l'année 2009? Je vous ai bien entendu tout à l'heure, vous avez dit 3/4 des paiements, 75%. Oui. Donc ça veut dire, et je souhaiterais que vous nous confirmiez cette estimation, que entre le 30 juin et le 31 décembre, 55% du montant total des crédits de paiement devrait pouvoir être versé. Donc, Monsieur le Ministre, nous confirmez-vous cette évaluation? Sur ce point, on est déjà à 3,2, donc je vous le confirme. On a dépassé les 2,6. Sur ce dernier point, Monsieur le rapporteur général. Il s'en fiche. Oui, vous êtes accablé. Prête par mon président, je suis. Je comprends. Donc, je voulais vous dire que sur ce point, oui, la réponse est oui sur ce dernier point, et nous avons dépassé 2,6, nous sommes à 3,2. D'accord. Alors, vous m'avez posé la question sur l'INRAP. Sur l'INRAP, nous l'avons doté de 20 millions d'euros. Nous avons institué une réduction des délais et actuellement un décret est en train de préparer un projet de contrat de mission pour bien clarifier les choses. Et donc à la question de savoir si le dispositif donnait satisfaction, progressivement, je crois qu'il améliore les choses. Pour dire la vérité, j'ai eu quelques remontées encore, naturellement, mais j'ai eu le sentiment que nous étions sur la voie d'une solution par rapport aux tensions que nous avons connues avec les fouilles préventives. Vous m'avez posé la question du remboursement du dispositif sur la TVA par rapport aux intercos. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est par rapport au projet caressé par le Sénat, c'est que à la fin de l'année, pour l'année 2010, nous aurons des dispositions probablement à prendre, parce que c'est une profonde révolution que nous avons déjà instituée là. C'est-à-dire que... Comment? Oui. Donc, non, mais je veux dire que d'un remboursement à 2 ans, nous sommes passés pour une grande part des collectivités à un remboursement à 1 an. Encore faut-il l'asseoir de manière pérenne. Or, je rappelle quand même que les engagements doivent aussi être respectés dans le délai imparti. La loi prévoit que les engagements doivent être respectés dans le délai imparti. Je ne suis pas absolument certain que tout le monde arrive à le faire réellement et même de bonne foi pour la fin de l'année. Et donc,
nous aurons sans doute une queue de comète à gérer à ce moment-là. Et donc, l'idée de passer à une phase ultérieure dans une extension de cette mesure, qui est chère au Sénat, une idée que je peux comprendre, naturellement, elle vient après avoir consolidé cette réforme importante qu'il faudra faire, me semble-t-il. Est-ce que, deuxième question, vous m'avez demandé si le deuxième plan de relance avait été envisageable et que s'il y avait une connexion avec le grand emprunt. Il y a évidemment donc il y a une responsabilité qui a été confiée à Michel Rocard et à Alain Juppé de procéder à des auditions. Et c'est après cela que le gouvernement devra opérer un choix, le président de la République l'a annoncé, pour choisir les investissements d'avenir. Simplement pour répondre plus précisément à votre question, ça c'est la règle générale, pour répondre plus précisément à votre question, moi je crois que dans le plan de relance, tel qu'il a été engagé, conduit, il y a des mesures qui sont déjà dans l'esprit du grand emprunt. Il y a une différence importante entre le plan de relance et le grand emprunt, dans l'essence même. C'est l'immédiateté. Le plan de relance se veut immédiat. Le grand emprunt, ce sont des actions qui vont être engagées à partir de 2010 avec donc une procédure plus longue, à plus long terme. Ça se situe à des moments différents de la crise. Le plan de relance se situe au cœur de la crise, au moment le plus grave, donc avec ce besoin de réactivité. Le grand emprunt se veut une mesure d'accompagnement, de sortie de crise et donc de préparation du pays à une meilleure compétitivité et comme l'a dit le Premier ministre, avec un choix d'investissement à haut rendement. Dans le plan de relance, il y a un côté amortisseur de crise. Dans le grand emprunt, il doit y avoir au contraire une direction, pas au contraire, mais de manière complémentaire, en tous les cas et différente, une direction de compétitivité, même sur la durée. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a quand même, de mon point de vue, et le travail sera à accomplir, des mesures qui doivent être communes, qui ont été engagées par le plan de relance, poursuivies même par le plan de relance, et qui, à mon avis, doivent être, de mon point de vue, continuées par le plan de relance. Je donne un exemple de ça qui me paraît caractérisé. Le président de la République a fixé comme objectif la réalisation de 4 grandes lignes de TGV. Bon, bien sûr, nous avons commencé, et je prends par exemple un exemple dans le plan de relance, tout ce que nous avons engagé sur le fameux bouchon de Bordeaux, la gare Saint-Jean à Bordeaux. Il faut naturellement, si on fait une ligne de TGV, que la gare qui passe là, que la gare de Bordeaux soit en mesure d'accueillir ces TGV. La gare Saint-Jean, il faut qu'elle soit en mesure d'accueillir ces TGV. Et donc, nous avons déjà, dans le cadre du plan de relance, procédé à la réduction de ce qu'on appelle le bouchon de Bordeaux. Il y a 2 mesures du plan de relance successives propres à augmenter la capacité d'accueil des trains, c'est une mesure l'autre. Donc, je veux dire, ensuite, il faudra se situer dans la continuité. C'est à mon avis, je le crois, ça restera à déterminer, mais ça m'étonnerait qu'Alain Juppé soit hostile à cette idée. Et donc, je pense qu'il y a nécessairement à la fois une continuité et aussi d'autres mesures. Monsieur le ministre. Monsieur le Président de la Commission de l'économie. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour ce qui concerne la Commission de l'économie, je vais prendre 2 secteurs. On sent bien que le plan de relance a un temps d'inertie malgré tout, même si vous l'avez voulu le plus court possible, il y a le temps de la mise en œuvre. Et quand on regarde les chiffres qui vont en direction des infrastructures du logement, je crois qu'il serait peut-être intéressant
de voir, même s'il y a une accélération sur les infrastructures dans le cadre des contrats de plan État-région ou des PDMI, de voir comme dans certains secteurs, les études ne sont pas assez avancées et si d'autres secteurs pouvaient avoir des projets qui n'ont pas été retenus dans un premier temps. Alors c'est l'idée d'un deuxième plan. Je pense qu'il y aura une analyse assez fine à faire sur les projets parce qu'ils ont été listés. Et vous avez évoqué la volonté du président de la République de réaliser des lignes TGV, bien sûr, mais ça, on va les placer dans le temps et c'est peut-être le grand emprunt qui pourra le permettre. Mais dans un premier temps, il serait bon de pouvoir apprécier l'impact sur certaines infrastructures. Parce que quand on voit la mobilisation les autorisations d'engagement et les consommations effectives, on peut comprendre dans un premier temps que c'est quand même insuffisant. Mais il faudrait pouvoir, à un moment donné, voir l'impact du plan de relance sur des secteurs qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. Sur le logement, par exemple, j'évoquerai ces deux points. Sur le logement, on voit que la mise en œuvre est difficile, malgré tout. Non, mais est peut-être difficile, mais on pourrait avoir d'autres objectifs. Et il serait bon de pouvoir analyser l'engagement, bien sûr, des offices, mais également l'engagement des collectivités locales qui ont souvent des difficultés à boucler ces projets en direction du logement social. Donc voilà ces deux points, si on peut avoir des analyses plus précises dans quelques mois, de façon à pouvoir se positionner aussi sur le nouvel emprunt et peut-être trouver des formules adaptées. Alors, sur le logement, Monsieur le Président, le programme, c'était 100 000 logements. Nous en sommes à 70 000 engagés. Donc, il ne me semble pas avoir perdu de temps. Mais sur, par exemple, les PLUS, nous en sommes à 8 800. C'est-à-dire que nous sommes allés 3 fois plus vite que ce qui était prévu. Donc, j'ai le sentiment que ça marche comme il faut. Pour prendre le cas du logement, je corrige un petit peu en disant que je vais y aller dans les DOM. Il n'est pas certain que nous ayons eu toute la réactivité souhaitée. Mais j'y vais. Je pars avec le Premier ministre à la Réunion demain pour ça et j'irai ensuite aux Antilles, focalisé sur la question du logement. Sur le logement, nous posons une question de régulation budgétaire parce qu'il y a des mises en réserve de 6%. C'est la règle qui a été adoptée pour la loi de finances 2009. Mais sur le logement précisément, les mises en réserve sont de 12%. Donc, n'y a-t-il pas une contradiction entre cette volonté de consommation des crédits pour stimuler la relance et l'activité, et de l'autre, en matière de logement, des mises en réserve qui... Il n'y en a pas sur le plan de relance, il n'y a aucune mise en réserve sur le plan de relance. Oui, mais il y a le plan de relance d'un côté, et puis il y a le budget 2009 de l'autre. Ce n'est pas la responsabilité de conduire la gestion du budget du logement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même qu'il y ait cohérence entre ce qui se développe dans le plan de relance. Il ne faut pas qu'il y ait le plan de relance qui accélère et l'exécution budgétaire qui freine. C'est ça que je veux dire. Les 100 000 du plan de relance, il n'y a aucun freinage. Mais vous non. Oui. Du développement et amélioration de l'offre de logement, la mise en réserve, qui est la mise en réserve générale des crédits, qui est de 6%, elle a été portée à 12%. Donc si c'est pas un coup de frein, ça y ressemble. Oui, non mais c'est ça que je veux dire. Oui, c'est hors plan de relance. Non. Je jouerai mon joker en vous proposant de vous adresser au ministre du Logement. Entre l'exécution budgétaire et le plan de relance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Elisabeth Lamure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans la loi accélération des programmes de construction, il était prévu la mise en place d'un régime d'autorisation simplifié pour les ICPE, c'est-à-dire un système intermédiaire entre déclaration et autorisation. Or, sauf erreur, je crois que ce dispositif n'est pas encore en place, qu'un certain nombre d'entreprises ont des projets d'agrandissement de leur établissement et attendent de pouvoir bénéficier de ce régime d'autorisation simplifiée. Est-ce que vous auriez des nouvelles ou des éléments et, si possible, un calendrier? Oui, oui.
Elle est en cours, elle est sortie du Conseil... Non mais, je comprends bien. Elle est dans les tuyaux, comme on dit, elle est sortie du Conseil d'État. Et je pense qu'elle est en instance de publication. Elle est rédigée. Comment? Oui, elle est rédigée et passée au Conseil d'État. D'accord. Et vous ne savez pas son aboutissement, c'est-à-dire à quel moment les entreprises candidates pourront en bénéficier, parce que ce serait dommage qu'on arrive à la fin de l'année 2009 avec des dossiers je pense que ça sera avant la fin de l'année. Non, je pense que c'est l'affaire de quelques semaines. Je vous remercie. Je pense. Hein. J'espère. Merci, Bien. Madame Lamure. Avant fin juillet, quoi. Je l'espère. C'est tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible. Christian Gaudin souhaitait vous interroger. Oui, Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, qui, vous l'avez rappelé, son objet est donc de soutenir le développement des entreprises et notamment des PME, et des PME prometteuses. Hein, c'est le terme qui figure dans votre rapport, et je partage. Je conduis un rapport de contrôle budgétaire sur le crédit impôt recherche. Et on le voit bien, dans les grands groupes, c'est tout à fait naturel dans leur culture. Mais dans les PME, et notamment les PME prometteuses, c'est pas immédiat. L'investissement en recherche-développement serait pourtant salutaire, mais il n'est pas immédiat. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas intérêt à rechercher des couplages stratégiques entre l'intervention que l'on peut faire, soit pour stabiliser un capital dans une entreprise au travers du FSI, et quelque part, engager le crédit impôt recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans l'entreprise, notamment l'entreprise prometteuse, on voit bien que son évolution passera aussi par son engagement en recherche-développement. Oui. Et quelque part, je trouve qu'il y aurait intérêt à réfléchir au rapprochement des deux, en termes d'efficience. Oui, je vous comprends. Quel est votre sentiment sur le sujet? Je partage votre point de vue, mais je pense, sans l'avoir vérifié d'ailleurs, ce que vous me dites va me conduire à le faire, je pense que dès lors que le FSI intervient au capital, il prend une part du capital, il s'intéresse à la gestion. Et il suit la gestion. Et donc il recherche évidemment l'efficacité. Mais vous avez raison. Il faut que les deux soient liés. Je suis d'accord. Il faut s'en assurer. Il faut s'en assurer. Oui. Je suis d'accord. Je veux dire, j'ai bien compris la question tout à l'heure de Madame Lamure, parce que comme elle était rapporteure du texte, on a toujours envie de savoir ce que devient ce qu'on a engagé. Et d'engagement dans l'hémicycle, et puis après on se dit, bah là, qu'est-ce que ça devient? Le bébé n'est pas perdu de vue. Je me tourne vers nos collègues. Je crois que plus personne ne demande la parole. Nous sommes donc arrivés au terme de cette audition. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu nous rendre compte et je reviendrai de l'accomplissement de votre mission, et nous vous inviterons dans 3 mois pour ce compte rendu trimestriel. Merci. En espérant que cette relance porte tous ses fruits. Et qu'au mois d'octobre, on voit encore plus clairement à quoi ressemble la sortie de crise. Merci. C'est la fin de l'audition de Patrick Devedjian par la Commission des finances du Sénat. Pour revoir cette audition, notre site internet publicsénat.fr. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16h30 pour l'examen du projet de loi Hadopi 2. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur notre antenne.